faut savoir qu'il y a des petites spécificités dans la présentation de l'asthme entre ce qu'on appelle l'enfant d'âge préscolaire, c'est-à-dire les enfants avant 3 ans qui sont pas encore rentrés à l'école, et les plus grands enfants. Mais ce qui fait que les parents ne pensent pas forcément en premier lieu à de l'asthme, c'est que on n'a pas forcément l'image qu'on a des grands épisodes de gêne respiratoire, des grosses crises comme ça. Alors ça peut arriver chez l'enfant, mais c'est vraiment pas la présentation la plus typique de l'asthme de l'enfant. Et donc souvent, ce qu'on voit, c'est une toux chronique répétée. Et donc déjà, cette toux avec des épisodes comme ça qui se répètent, qui peuvent être à prédominance la nuit, qui peuvent être déclenchés par certaines situations, déclenchés par exemple chez les petits quand ils rient ou quand ils pleurent beaucoup, ou alors déclenchés à l'effort chez les plus grands. Ça, déjà, ça va être des signes qui vont devoir faire évoquer un asthme de l'enfant. Chez les petits d'âge préscolaire, on parle souvent aussi des bronchiolites. Alors, il faut savoir que on considère que au moins 3 épisodes où on a entendu des sifflements, que ce soit les parents qui entendent l'enfant siffler quand il respire, ou que ce soit le médecin qui va entendre des sifflements à l'auscultation, on va considérer que ce ne sont plus des bronchiolites simples, entre guillemets, mais que c'est un asthme du jeune enfant. Souvent, chez le jeune enfant, ce sont aussi des épisodes de toux chronique qui vont être déclenchés par les épisodes d'infection virale. Ça va dépendre bien sûr aussi de si l'enfant est en collectivité ou pas. C'est-à-dire que si les enfants sont à la crèche, ils vont être très vite exposés à beaucoup de virus. Et donc ça peut déclencher des symptômes d'asthme assez rapidement dans la vie de l'enfant. Mais si l'enfant est gardé à la maison, par exemple, et assez protégé des infections virales, il va être finalement exposé quand il va rentrer à l'école, quand il va rentrer en collectivité à l'âge de 3 ans, et les symptômes peuvent arriver à ce moment-là. Donc, il y a vraiment une périodicité, une rythmicité, souvent un facteur déclenchant qui sont les virus chez les tout petits, qui peuvent être les allergies aussi, mais c'est pas systématique chez l'enfant. Ça fait partie quand même des choses qu'on va rechercher systématiquement, puisque l'asthme, les allergies, l'eczéma, ça fait partie de ce qu'on appelle un terrain atopique, donc un peu la même famille de maladies, on va dire. Donc c'est sûr que si l'enfant a dans sa famille, dans ses apparentés proches du premier degré, les parents, les frères et sœurs, quand il y en a, des personnes qui ont un asthme déjà, qui ont des allergies, ben on va être aussi un petit peu plus vigilant chez cet enfant-là. Vraiment, le caractère chronique, répété de la toux, ça peut être des enfants qui vont beaucoup tousser en automne-hiver et qui vont aller beaucoup mieux au printemps-été quand il y a moins de virus et quand il y a moins de collectivité aussi. Et puis, cette rythmicité aussi, on va dire préférentielle sur la toux la nuit, surtout la toux en deuxième partie de nuit, à l'exercice, au rire, aux pleurs, quand il fait froid. Voilà, tout ça, ça va être des choses qui doivent alerter à la fois les parents et puis à la fois les professionnels de santé, et puis aussi à l'école ou les personnes qui prennent en charge les enfants au quotidien, et puis qui doivent amener à prendre un avis spécialisé chez le pédiatre ou chez le médecin traitant. Et puis on est aussi bien sûr très vigilant sur l'environnement. S'il y a du tabagisme bien sûr dans la famille, ça peut aussi aggraver des symptômes d'asthme. L'asthme, c'est une maladie qui va être chronique, qui va durer probablement plusieurs années et qui peut durer pour certains toute la vie, avec un traitement à prendre quotidiennement. Donc déjà, la première chose à faire pour améliorer le quotidien des enfants, c'est déjà que l'asthme soit dépisté de manière précoce, ça on vient d'en parler. 2, qu'il soit correctement pris en charge pour que l'enfant soit le moins gêné possible et moins de crises possibles, le moins de symptômes possibles. Et donc, pour avoir un enfant qui va être bien traité, il faut qu'il arrive à suivre son traitement, qui encore une fois est contraignant au quotidien. Et donc pour ça, c'est vraiment la première étape, c'est déjà vraiment l'éducation thérapeutique, qui est extrêmement important. Donc il faut avoir accès à cette éducation thérapeutique, il faut qu'on explique à l'enfant et à sa famille quels sont les traitements qu'il va avoir, quel est le rôle de ces traitements, comment les prendre tous les jours, comment les prendre correctement. Ça, c'est vraiment central pour toute maladie chronique, mais en particulier pour l'asthme. Alors, il y a de plus en plus d'innovations qui sont mises en place
à ce niveau-là pour aider justement les enfants et leurs familles à bien prendre leur traitement et les encourager à le prendre quotidiennement, ce qu'on appelle avoir une bonne observance, c'est-à-dire bien prendre le traitement de fond comme il est prescrit par les médecins. Il y a de plus en plus d'objets connectés, il y a des applications mobiles maintenant. Pour toute la partie éducation thérapeutique, on a aussi ce qu'on appelle les serious games qui sont développés, qui sont des jeux interactifs qui visent à améliorer les connaissances de la maladie et donc améliorer aussi l'observance du traitement par les familles. Donc tout ça, c'est déjà une première étape qui doit être incorporée à la prise en charge du patient dès le diagnostic. Pour bien expliquer les choses, initialement aux parents, bien sûr, pour les tout petits, et puis assez rapidement, quand les enfants sont assez grands pour pouvoir comprendre, il faut leur expliquer à eux aussi quelle est leur maladie, à quoi servent les traitements et comment on fait pour les prendre correctement. Ça, c'est un premier aspect. Et puis de manière plus générale, un deuxième aspect aussi, mais qui a une importance majeure, c'est bien entendu l'environnement, assurer une bonne qualité de vie aux enfants asthmatiques, tout enfant qui a une pathologie respiratoire chronique, c'est leur assurer un environnement sain et une qualité de l'air qui est optimale pour faire en sorte que leur maladie soit le plus contrôlée possible et qu'il n'y ait pas des symptômes qui soient majorés par la pollution par exemple. Alors la pollution, ça a plusieurs aspects, ça peut être la pollution extérieure, et notamment on sait que les enfants qui vivent dans un milieu urbain peuvent être parfois plus gênés par la pollution que d'autres enfants qui ne sont pas dans les villes. Mais ça va être aussi la pollution intérieure et l'aspect sanitaire, l'humidité dans la maison. On a parlé un petit peu du tabac tout à l'heure. Là, le tabagisme, bien sûr, il faut proscrire le tabagisme dans l'environnement des enfants qui sont asthmatiques. Et c'est là aussi que les inégalités sociales ont un vrai impact, notamment sur les conditions de logement des enfants qui peuvent avoir un vrai effet néfaste sur l'équilibre de l'asthme et sur les symptômes des patients asthmatiques. Et puis bien sûr aussi le facteur climatique qui est important avec de plus en plus de vagues de chaleur, l'augmentation des pollens, les incendies, enfin tout ça, voilà, ça va être des facteurs qu'il faut essayer au maximum de prévenir, on va dire. En tout cas, il faut avoir une attention particulière sur cet aspect-là parce que il a un vrai impact sur la santé respiratoire de tout le monde, mais des enfants en particulier et des enfants asthmatiques aussi. Je pense que les structures comme l'Empadir ont vraiment un rôle à jouer à différents niveaux. Déjà, quand on va prescrire pour des patients qui ont un asthme sévère, on va prescrire certains traitements et certains types de matériel. Et donc, il y a cet aspect-là dont on va apporter le matériel à la maison et ça peut être un moment qui est indispensable ou très précieux en tout cas, pour échanger avec la famille, voir parfois s'il y a des problématiques qui n'ont pas été abordées peut-être à l'hôpital, si la famille, les parents ont des questions, reprendre ou en tout cas poursuivre, on va dire, cet aspect d'éducation thérapeutique dont on vient de parler. Donc, en ce sens-là, c'est un vrai moment privilégié où on a accès au domicile du patient, ce que l'on n'a pas forcément quand on est à l'hôpital, et donc parfois avec des informations qu'on peut avoir et qui sont précieuses. Donc, un vrai lien entre la ville et l'hôpital. Parfois, c'est plus facile de contacter les personnes qui sont présentes localement et ça peut être un peu compliqué pour les parents, les familles d'avoir l'hôpital dans des situations un peu plus difficiles où l'enfant va moins bien par exemple, et là encore ça peut être une façon de faire un lien entre la prise en charge au domicile et puis la prise en charge hospitalière. Donc entre le soignant et la famille, et il y a des intervenants au domicile, des prestataires qui sont vraiment extrêmement impliqués dans la prise en charge des patients asthmatiques, avec parfois certains qui ont vraiment des vrais conseillers en environnement intérieur, donc qui vont passer au domicile non pas juste pour apporter un traitement, apporter une prise en charge, mais qui peuvent avoir aussi cette vision très très particulière on parlait tout à l'heure de la pollution intérieure et de l'environnement intérieur. Voilà, comment est le logement du patient, quelles sont les conditions de vie, et est-ce qu'il peut y avoir des facteurs qui pourraient impacter l'équilibre de l'asthme et la prise en charge. Et dans ces cas-là, c'est précieux pour nous si des informations comme celle-ci sont perçues au domicile. Nous, encore une fois, à l'hôpital, on n'a pas accès ou rarement accès au domicile des patients. Et donc, voilà, ce lien-là est particulièrement important.